Un directeur ordonne à un garçon noir de jouer du piano pour plaisanter. Voilà ce qui s'est passé ensuite a choqué toute l'école. Avez-vous déjà été mis au centre de la scène pour ensuite être humilié? Avez-vous déjà ressenti le poids de dizaines d'yeux attendant que vous tombiez comme si votre douleur était un divertissement? Parce qu'aujourd'hui, vous allez entendre le genre d'histoire qui change la façon dont vous voyez le monde. Et peut-être la façon dont vous vous voyez vous-même. Parce qu'il y a des moments où la douleur se transforme en force, dans lequel le silence devient un cri et où le talent devient justice. Si vous aimez les histoires vraies et passionnantes qui laissent une trace, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Beaucoup de gens regardent nos vidéos et oublient de s'abonner, mais c'est ce qui nous permet de continuer à proposer des histoires qui touchent le cœur et éveillent l'âme. Maintenant, oui. Et préparez-vous, car ce que vous allez entendre aujourd'hui est à couper le souffle. Passons à l'histoire d'Elijah. Elijah avait 14 ans lorsqu'il a déménagé à Lyon avec sa grand-mère. C'était en janvier 2017, le froid était mordant et on avait l'impression qu'il voulait s'infiltrer dans nos os. Il venait d'une vie simple dans la campagne marseillaise, où le bruit du métro était remplacé par le chant des oiseaux et où la plus grande scène sur laquelle il ait jamais marché était la messe du dimanche. Sa mère était décédée 2 ans plus tôt, victime d'un accident vasculaire cérébral massif, et son père, personne ne parlait beaucoup de lui. C'était la grand-mère, Madame Clarisse, qui tenait le tout ensemble avec ses mains calleuses et sa voix ferme. Une de ces femmes qui ne savent pas parler sans enseignement. Lorsqu'Elijah a été acceptée comme boursière dans une école d'élite de Lyon, elle a dit « Tu y vas, et tu y vas en un seul morceau. Mais n'oublie pas, là où ils ont de l'argent, tu as une âme. » L'école s'appelait Collège Saint-Jacques, un bâtiment de pierre pâle et d'immenses fenêtres, où les couloirs sentaient le parfum cher et l'ego gonflé. La plupart des étudiants sont arrivés en voiture, avec chauffeur, portant des sacs à dos en cuir italien. Choisir? Des baskets usées, un sac à dos délavé avec un porte-clés cassé et un carnet griffonné de paroles de rap. Le premier jour, il se sentait comme un intrus dans un château. Chaque regard ressemblait à une radiographie. Il scrutait sa peau foncée, ses vêtements simples, sa timidité, comme s'il cherchait un défaut à utiliser contre lui. Il marchait en regardant le sol, les épaules voûtées, essayant d'être invisible. Mais dans cette école, être différent, c'était comme porter une sirène sur son dos. Au cours de la 3e semaine de cours, quelque chose a changé. Jusque-là, Elijah était passé inaperçu. Ou du moins, il avait essayé. Mais ce jour-là, le professeur de musique a demandé aux élèves de partager leur passe-temps et leur talent. Pendant que les autres parlaient de voyages en Suisse, de cours d'escrime et de vacances à Dubaï, Elijah restait silencieux. Quand ce fut son tour, quelqu'un au fond chuchota trop fort. « Il doit jouer du tambourin dans le métro. » Rire étouffé. Le professeur Kendrick, une femme rousse aux lunettes rondes et à l'accent du nord de la France, lança un regard en coin à la classe. « Et toi, Elijah ?» il a demandé. Il hésita 2 secondes, puis répondit doucement « Piano. » Silence. Certains ont ri, d'autres ont haussé les sourcils comme si c'était une blague. Mais le professeur n'a pas ri. Elle a écrit quelque chose sur un morceau de papier et a dit « J'aimerais avoir de tes nouvelles un de ces jours. » La semaine suivante, sans prévenir, une affiche est apparue à l'entrée de l'auditorium. Récital d'hiver. Invité spécial, Elijah Morel. Le nom ressort en grandes lettres, comme s'il faisait partie d'un spectacle tant attendu. Elijah vit cela, et son estomac se retourna. Il ne s'était pas inscrit et ne savait pas qu'il y aurait un récital. C'était un piège. Il regarda Kendrick, confus. Mais elle sourit simplement avec ses yeux comme pour dire « Fais-moi confiance ». Plus tard, il a découvert que l'idée venait du réalisateur lui-même, M. Gauthier, un homme qui portait un costume gris tous les jours et avait un sourire pratiqué, le genre qui n'atteint pas ses yeux. Ils ont dit qu'il aimait tester les étudiants boursiers. Et Elijah, à ce moment-là, est devenu la cible du spectacle. La veille du récital, Elijah n'arrivait pas à dormir. La petite chambre qu'il partageait avec sa grand-mère semblait lui serrer davantage la poitrine à chaque heure qui passait.
Il fixait le plafond avec de grands yeux, essayant d'entendre le bruit réconfortant du métro qui passait au loin, comme il le faisait à Marseille. Mais tout ce qu'il entendait était le bourdonnement de la nervosité. La grand-mère, remarquant l'agitation, prépara du thé à la camomille et s'assit au bord du lit. « Tu n'as rien à prouver à personne. Mais si tu décides de jouer, joue avec ton âme, car personne ne se moque de l'âme. » Elle lui serra fermement la main. À ce contact, Elijah se sentait plus en sécurité que pendant tous les jours qu'il avait passés dans cette école. Le lendemain, le couloir semblait plus long que jamais. Les camarades de classe chuchotaient comme s'ils allaient à un spectacle d'humour. Quelqu'un a laissé une banane sur le piano avant le début du récital. Une autre personne a collé un post-it avec la phrase « Voyons si le prodige sait au moins allumer l'instrument ». L'auditorium était plein. Des pères en cravate, des mères en talons, des étudiants agités. Sur scène, un piano à queue noire brillait sous la lumière chaude des projecteurs. Elijah tremblait intérieurement, mais il marchait d'un pas ferme, comme quelqu'un qui avait déjà porté le monde sur ses épaules. Lorsqu'il montait sur scène, il n'y avait plus d'échappatoire. Il prit une profonde inspiration, jeta un coup d'œil au professeur Kendrick au 3e rang et s'assit. Les premières notes sont sorties avec hésitation. Un do, puis un sol. Les doigts d'Elijah étaient comme de la pierre, raides, tendus, comme si chaque articulation était mise à l'épreuve. Pendant un instant, le public retint son souffle. Puis, un murmure, un rire étouffé. Il a entendu. Le son de la moquerie était subtil, mais perçant. Et c'est à ce moment-là que quelque chose en lui s'est brisé, ou peut-être s'est réveillé. Il ferma les yeux. Au lieu de jouer ce qu'il avait répété, il laissait ses mains aller là où son âme le lui disait. Il se souvenait de sa grand-mère, de son enfance, du vieux clavier cassé qu'il utilisait à la maison, des nuits où il jouait juste pour ne pas pleurer. Et les doigts se mirent à danser. Ce n'était pas technique, c'était vrai. Le public est resté silencieux comme une bougie qu'on souffle. Petit à petit, le son prenait forme, des notes pleines, des accords profonds, une mélodie que personne là-bas ne connaissait, mais que tout le monde semblait comprendre. C'était une composition de sa part, écrite sur des morceaux de papier de cahier, improvisée dans son âme. Chaque frappe semblait raconter une partie de son histoire, le chagrin, le désir de retrouver sa mère, la peur cachée, la colère contenue, l'espoir qu'il prétendait ne plus avoir. Et dans cette salle froide, pour la première fois, Elijah fut vu. Non pas à cause de l'uniforme, ni à cause de la peau, ni à cause de l'origine, mais pour qui il était. Quand c'était fini, il y avait des larmes dans les yeux des gens qui ne savaient même pas pleurer. Pendant quelques secondes, il y eut un silence absolu. Un de ces silences qui ne dérangent pas, qui hypnotisent. Personne ne savait s'il fallait applaudir ou s'excuser. C'est alors qu'un des parents, assis au 3e rang, s'est lentement levé et a commencé à applaudir. 1, 2, 3. Bientôt, le bruit se répandit. Les applaudissements sont arrivés comme une avalanche contenue depuis longtemps. D'abord les parents, puis les enseignants et enfin les élèves eux-mêmes, même ceux qui avaient l'habitude de rire. Elijah avait toujours les doigts posés sur les touches, comme si le piano était le seul endroit où il se sentait entier. Quand il s'est levé, il n'a pas souri. Il la remercia simplement d'un léger signe de tête et quitta la scène. Mais à ce moment-là, il n'était plus le même. Dans les couloirs le lendemain, l'ambiance était différente. Les mêmes personnes qui avaient détourné le regard le saluèrent, maintenant d'un signe de la main timide, certaines même d'un bonjour déconcerté. Le professeur Kendrick le trouva à la récréation, lui tendit une feuille blanche et lui dit « Tu dois écrire ça. C'est plus que de la musique, c'est de la résistance. » Le directeur Gauthier ne s'est pas présenté ce jour-là. Ils ont dit qu'il avait une urgence personnelle. Mais Elijah le savait. Il avait gagné une partie à laquelle il n'avait pas demandé à jouer. Et il a gagné avec dignité, sans humilier personne, montrant simplement ce qui a toujours été là. La vérité d'un garçon qui n'a jamais voulu impressionner, juste exister. Cette nuit-là, allongé dans son lit, le cœur battant encore la chamade, Elijah ne pensait pas à la performance. J'ai pensé à ma mère. Je me suis demandé ce qu'elle aurait dit si elle avait été là.
Peut-être que j'aurais pleuré. Peut-être aurait-il applaudi comme s'il essayait de dissiper la peur de son fils par des applaudissements. Grand-mère entra dans la pièce avec une assiette de lasagne réchauffée et un petit sourire au coin de la bouche. « C'était magnifique », dit-il en s'asseyant au pied du lit. Élie n'a pas répondu. Il posa simplement sa tête sur son épaule sans rien dire. C'était comme si tout avait été résolu sans avoir besoin d'explication. Pour la première fois depuis qu'il avait mis les pieds dans cette école, il n'avait pas l'impression d'avoir besoin de se défendre. Dans les jours qui suivirent, certains changements commencèrent à se produire, trop petits pour ressembler à des révolutions, mais suffisamment grands pour être remarqués par ceux qui savent où regarder. Le club de musique, autrefois dominé par les enfants de directeurs et de financiers, a ouvert un espace aux étudiants boursiers. Le professeur Kendrick a gagné plus de place dans les décisions culturelles de l'école. Et un étudiant de 2e année, inspiré par la performance, a organisé un événement appelé Voix invisibles, où d'autres étudiants marginalisés pouvaient montrer leur talent. Elijah n'a pas participé, non pas par peur, mais parce qu'il savait que désormais, d'autres avaient aussi quelque chose à dire, et il avait ouvert la porte. Une semaine après le récital, Elijah a été convoqué dans le bureau du directeur. Le bureau était aussi silencieux qu'une église vide, et il attendit de longues minutes, les yeux fixés sur un tableau de monnaie tordue. Lorsqu'il entra, M. Gauthier avait les coudes appuyés sur la table et les doigts serrés sous le menton, comme un juge qui va prononcer sa sentence. C'était inattendu, a-t-il déclaré. Aucune excuse, aucune mention de l'affiche ou de la banane sur le piano. Mais quelque chose dans son regard avait changé. C'était comme si, pour la première fois, il voyait Elijah comme quelqu'un avec une histoire, et non comme une statistique de politique d'inclusion. Nous envisageons d'étendre les bourses au secteur culturel. Pourriez-vous nous aider à y réfléchir ? Élie hocha la tête. Je savais que ce n'était pas une faveur, c'était l'effet de ce que provoque le véritable art. En quittant la pièce, il trouva le professeur Kendrick dans le couloir, tenant un paquet emballé dans du papier recyclé. « C'est pour toi », dit-il sans plus attendre. À l'intérieur se trouvait un nouveau carnet de partitions, un stylo plume et une note. Les histoires que le monde a le plus besoin d'entendre n'ont pas encore été écrites. Commencez par la vôtre. Elijah serra le cadeau contre sa poitrine, comme s'il s'agissait d'une extension de son propre cœur. Pour la première fois, il sentait qu'il avait plus que de l'espace. Il avait un but. Il ne s'agissait pas du piano. Il s'agissait de transformer la douleur en beauté, préjugés dans le son, la moquerie dans la poésie. Au cours des semaines suivantes, Elijah a commencé à fréquenter l'auditorium, même lorsqu'il était vide. J'y allais après l'école, parfois avec le soleil déjà caché derrière les hautes fenêtres de l'école. Il s'assit sur le même banc en bois sombre, ferma les yeux et laissa ses mains trouver leur chemin d'elles-mêmes. Je n'ai pas joué pour impressionner qui que ce soit. J'ai joué pour me souvenir. Chaque note était une conversation avec sa mère, un souvenir avec sa grand-mère, une réponse au regard qui disait « Tu n'appartiens pas à ce monde ». Et dans ce rituel silencieux, il composait de nouvelles mélodies, non pas avec l'intention de se montrer, mais avec le besoin de ressentir. L'auditorium, autrefois scène de la honte annoncée, était devenu un sanctuaire. À l'extérieur, les choses ont également commencé à changer. Pas de manière spectaculaire, mais comme une brise qui fait naître la lumière et ouvre progressivement l'espace. Une mère lui a envoyé un courriel pour le remercier de sa performance, en lui disant que son fils, qui n'avait jamais eu le courage de jouer du violon en public, s'entraînait désormais tous les jours. Un professeur de littérature a proposé un atelier sur l'expression comme résistance. Et la chose la plus inattendue, un groupe d'étudiants a créé une chaîne YouTube pour promouvoir les talents de l'école. Elijah est apparu dans la première vidéo, jouant une chanson sans nom, avec un avertissement dans la description. C'est une histoire qui n'a pas besoin d'être racontée avec des mots. Malgré cela, tout ne s'est pas transformé en conte de fées. Les préjugés, même silencieux, trouvent d'autres moyens de se manifester. Un étudiant a commenté pendant la récréation qu'Elijah n'a eu cela que parce qu'il a une bourse.
Un autre a insinué que l'école ne faisait la promotion d'événements inclusifs que pour faire bonne impression dans la presse. Elijah écouta, déglutit difficilement, mais cette fois il ne broncha pas. Il a appris à ne pas laisser son regard peser plus que la vérité. Ils ne me parlent pas. Ils parlent à l'idée qu'ils se font de moi, confiait-il à sa grand-mère un samedi après-midi, tout en collant des partitions sur le mur de sa chambre. C'était sa façon de construire sa propre histoire, morceau par morceau, jusqu'à ce que personne ne puisse plus l'effacer. C'est également à cette époque qu'Elijah a commencé à donner de petits cours de musique à d'autres enfants du quartier. Les enfants l'aiment, avec les mêmes grands yeux et les mêmes mains timides. La grand-mère abandonna la pièce de devant du petit appartement, déplaça les meubles, accrocha un nouveau rideau, et c'est ainsi qu'est né ce qu'elle appelait l'école des silences bruyants. Le nom faisait rire tout le monde, mais Elijah connaissait le poids qu'il portait. Il s'agissait d'enseigner bien plus que de donner des notes. Il s'agissait d'enseigner le courage. Chaque enfant qui s'asseyait sur ce tabouret, même sans le savoir, continuait la chanson qu'il avait commencée lors de ce récital. Et cela, pour lui, était plus important que n'importe quel applaudissement. Au fil du temps, le nom d'Elijah a commencé à circuler en dehors des murs de l'école. Tout d'abord, dans un court article paru dans le journal local, écrit par une journaliste qui assistait au récital en tant que mère d'élève. Ensuite, lors d'une exposition culturelle promue par la mairie où ils ont invité de jeunes artistes à se produire. Elijah était le dernier de la soirée. Il jouait sur un vieux clavier dont les fils étaient reliés entre eux avec du ruban isolant. Mais personne ne l'a remarqué. Ce qui en est sorti était pur, vivant. Finalement, un monsieur aux cheveux blancs et au manteau marron est venu lui serrer la main. Il était le chef d'orchestre retraité de l'orchestre de Lyon. Pas besoin de technique. Vous possédez déjà ce que beaucoup cherchent toute leur vie, la vérité. Sur le chemin du retour, Elijah marchait. La ville avait l'air différente. Les lampadaires se reflétaient dans les flaques de pluie comme de petits miroirs de ce qu'il portait à l'intérieur. Il s'arrêta devant un magasin d'instruments, regarda le piano exposé dans la vitrine et se souvint du clavier qu'il avait hérité de sa mère, avec 2 touches cassées et l'odeur du vieux bois. Il sourit. À ce moment-là, je ne voulais pas d'autre instrument. Il voulait juste continuer à jouer à sa manière, sans avoir à ressembler à quelqu'un d'autre. Parce que maintenant, il savait que son son était unique. Et peu importe à quel point le monde insistait encore pour lui indiquer où il ne pouvait pas entrer, il avait déjà trouvé un endroit où personne ne pouvait l'emmener, en lui-même. Des mois plus tard, lors de la réunion parents-professeurs, un nouveau récital a été organisé. Mais cette fois, Elijah n'était pas dans l'alignement par surprise. J'étais l'attraction principale. Son nom figurait en haut de l'affiche, accompagné d'une phrase écrite par le professeur Kendrick elle-même. Quand l'art fait taire les préjugés, le monde entend différemment. Le public était plus nombreux qu'avant. J'avais des voisins, des élèves d'autres écoles, des professeurs de musique. Elijah ne tremblait plus. Ses pas étaient toujours silencieux, mais maintenant il portait une présence. Avant de s'asseoir au piano, il regarda le public et dit, avec un sourire timide, « Aujourd'hui, je ne vais pas jouer pour prouver quoi que ce soit. Je vais juste jouer pour dire merci. » Dans le public, assis au dernier rang, avec un manteau usé et un visage vieilli par le temps, il y avait un homme que personne ne connaissait. C'était le père d'Elijah. Il est arrivé sans prévenir. Aucune promesse, pas de fleurs. Cela vient d'apparaître. Le garçon ne l'avait pas vu depuis qu'il avait 7 ans. Après le récital, ils se sont retrouvés dehors, sous un arbre aux feuilles jaunes qui se balançait paresseusement en fin d'après-midi. Le père ne s'est pas excusé. Il a juste dit « J'ai entendu parler de toi ». Elijah n'a pas pleuré, il n'a pas crié. Il a simplement dit « Maintenant, je suis quelqu'un qui n'a plus besoin de se cacher ». Et pour la première fois, son père le regarda vraiment, non pas avec culpabilité, mais avec respect. Cette nuit-là, Elijah écrivit pour la première fois dans son nouveau carnet de musique. Ses mains tremblaient non pas de peur, mais de responsabilité, comme si chaque ligne avait le poids d'une promesse. En haut de la feuille, il a écrit le titre « Première clé ». Ce n'était pas seulement une chanson,
C'était un rappel de l'endroit où tout a commencé. Il se souvenait de la banane sur le piano, du rire étouffé, du silence pesant, de la mélodie née de l'instinct. Et il sourit. Non pas avec fierté, mais avec une sorte de gratitude que seuls ceux qui ont traversé le feu comprennent. Le genre de gratitude qui n'a pas besoin d'un public pour exister. Car dans ce carnet, ce n'est pas seulement une chanson qui est née. Le premier chapitre de ce qu'il était en train de devenir était né. Au fil des mois, Elijah a été invité à prendre la parole lors d'événements sur la jeunesse, l'art et le dépassement des obstacles. Au début, j'ai trouvé étrange d'être entendu. Je pensais que c'était seulement bon pour jouer. Mais il a vite compris que son histoire était aussi de la musique, que chaque mot portait un rythme, que chaque souvenir avait un battement, que même le silence entre les phrases disait quelque chose. Il a raconté son histoire sans fioriture, sans jouer la victime, montrant simplement que tous les talents n'ont pas besoin d'une scène pour naître, mais qu'ils ont besoin de courage pour survivre. Et chaque fois qu'il s'approchait du micro, il répétait la même phrase à la fin, « La vérité fait mal, mais quand on la transforme en son, elle guérit ». Même si la reconnaissance grandissait, Elijah n'arrêtait pas de retourner dans le petit auditorium de l'école en fin d'après-midi. Parfois, il suffit de se taire, d'autres pour tester des mélodies nées sans forme. C'est là qu'il s'est senti entier, ni lors de grands événements, ni dans les interviews, mais dans cet espace vide, où chaque écho semblait être une réponse ancienne. Un de ces jours, il trouva une note collée sous le banc du piano. « Merci de m'avoir appris à ne pas avoir honte de mon son. » Il n'y avait pas de signature, mais c'était suffisant. Parce que comprendre que sa douleur touchait d'autres âmes était ce qui lui donnait un sens. Et c'était peut-être ce qu'il recherchait depuis le début. Non pas être entendu, mais être compris. À l'école, le changement était visible mais subtil. Le tableau d'affichage offrait désormais de la place pour des poèmes, des dessins et des compositions d'élèves qui auparavant n'osaient même pas lever la main. L'uniforme est resté le même. Les coureurs avaient toujours leurs codes sociaux tacites, mais il y avait quelque chose dans l'air, une petite fissure dans le mur de l'arrogance institutionnelle. Et c'est par cette fissure qu'une grande quantité de lumière est entrée. Kendrick, l'enseignant qui a cru en lui dès le début, a ensuite dirigé un projet interdisciplinaire appelé « Identité en mouvement », reliant la musique, la littérature et l'histoire aux trajectoires personnelles des élèves. Elijah était le premier invité, mais il a tenu à ne pas se donner en exemple. « Je préférerais être un pont ». Par une froide matinée de novembre, Elijah a été invité à visiter l'ancienne école publique où il étudiait à Marseille. Le bâtiment était petit, avec des murs écaillés et une odeur de craie humide. Mais il contenait des souvenirs qui vivaient encore au plus profond de lui. Il a été accueilli par des câlins timides et des yeux brillants d'enfant qui le voyaient comme quelqu'un d'un autre monde. Mais il a insisté pour descendre de son piédestal. Il s'est assis par terre avec eux et a raconté son histoire comme s'il partageait un secret. Il ne parlait pas de célébrité ni de dépassement héroïque. Il a parlé de peur, de l'insécurité, des nuits où tu as failli abandonner. Le courage ne vient pas quand on est prêt. Il vient quand tout semble aller mal, dit-il en regardant un garçon qui n'arrêtait pas de mordre le col de son manteau. Après ce jour, Elijah comprit que son objectif avait changé. Il ne s'agissait plus de prouver quoi que ce soit, ni aux autres, ni à lui-même. Il s'agissait de redonner, à propos de la création d'espaces où d'autres pourraient exister avec moins de douleur que celle à laquelle il était confronté. Il a continué à composer, mais maintenant ses chansons finissaient dans des projets sociaux, des ateliers culturels, des vidéos anonymes qui circulaient sur les réseaux comme des baumes dans les jours difficiles. Je n'ai jamais signé avec mon nom complet, juste avec un « E », discret dans le coin de la partition, parce qu'il savait désormais que ce qui compte le plus n'est pas de savoir qui se présente, mais qui reste. Et il voulait rester dans le cœur des gens, même s'il ne savait jamais qui il était. Au fil du temps, Elijah a commencé à comprendre que son talent n'était pas seulement un don, mais une sorte de traduction. Il traduisait des émotions que beaucoup de gens ressentaient mais ne pouvaient pas nommer.
Elle a transformé la honte en beauté, le silence en force, l'exclusion en harmonie. Un jour, lors d'une petite fête de quartier, une dame s'est approchée de lui, les larmes aux yeux. Il a déclaré qu'il avait perdu son petit-fils à cause de la dépression et qu'écouter sa musique avait été comme lui tenir la main à nouveau. Ellie n'a pas répondu. Il l'a juste serré dans ses bras. C'était ça. C'est pourquoi il a fait ce qu'il a fait. Chaque mot de toi était un câlin qui manquait, une présence dont quelqu'un avait besoin. Un geste simple mais immense. Un matin, alors qu'il revoyait de vieilles notes dans son carnet de partitions, Elijah est tombé sur la première chanson qu'il ait jamais écrite, celle qu'il avait jouée lors du récital. La feuille était jaunie, avec une petite tache de thé dans un coin et des traces de doigts nerveuses sur le bord. Quand j'ai relu la partition, quelque chose s'est ému en moi. Ce n'était plus la douleur qu'il ressentait à l'époque, mais une sorte de respect, comme si je retrouvais un vieil ami. Alors, sans trop réfléchir, il a enregistré cette chanson dans un format audio simple, sans montage, et l'a postée sur un forum d'histoire personnelle sur le dépassement de soi. Il a écrit « C'était la première fois que je me défendais sans crier. Peut-être que ça aidera quelqu'un aussi. » Et il a éteint son téléphone portable. Le lendemain, Elijah s'est réveillé avec des centaines de notifications sur son téléphone. Le message est devenu viral. Des gens du monde entier ont commenté en disant que l'audio avait fait quelque chose qu'aucun mot n'avait jamais accompli. Une jeune femme a écrit « J'ai pleuré sans comprendre pourquoi, mais maintenant, je me sens plus forte. » Un autre a commenté « J'y ai joué dans la chambre de ma mère malade. Elle a souri au bout de quelques jours. » Elijah fixait l'écran en silence, le souffle coupé. Ce n'était pas une question de célébrité. Il s'agissait de connexion. À propos de toucher des endroits qu'il ne savait même pas pouvoir atteindre, et de comprendre que sa douleur partagée avec sensibilité était devenue une guérison sous forme de son. Peu de temps après, une ONG l'a contacté. Il a été invité à composer la bande sonore d'un documentaire sur la jeunesse périphérique et l'art. Elijah a accepté sans réfléchir à deux fois. Il a travaillé jour et nuit sur le projet, s'immergeant dans les histoires des autres comme si elles étaient les siennes. Lors de la première du film, dans un festival indépendant à Paris, il a été appelé sur scène, une fois de plus devant un public. Mais cette fois, il n'y avait pas de moquerie, pas d'attente d'échec. Il y avait de l'écoute. Lorsqu'il eut terminé son discours, un garçon dans le public leva la main et demanda « Comment as-tu eu le courage ce jour-là, à l'époque, de jouer alors que tout le monde se moquait de toi ?» Elijah réfléchit une seconde et répondit « Parce que c'était la seule façon pour moi de continuer à être moi-même. » Aujourd'hui, des années après ce premier récital, Elijah continue de vivre à Lyon, dans le même appartement avec sa grand-mère, qui vit désormais entourée de plantes, d'étudiants et d'histoires. L'école des silences bruyants est devenue une référence locale, bénéficiant du soutien d'artistes et d'éducateurs indépendants. Le piano de l'auditorium du Collège Saint-Jacques est toujours là, avec une petite plaque dorée à côté. Ici, la vérité a fait taire les préjugés. Parfois, Elijah s'arrête juste pour sentir le bois, entendre le craquement des bancs, et se rappeler que c'est ici que tout a commencé. Mais ce qui l'émeut le plus, c'est de voir d'autres garçons, noirs, timides, maigres, assis sur ce banc sans peur. Et lorsqu'on lui demande s'il a pardonné au réalisateur Gauthier, il répond simplement « Je ne sais pas s'il le méritait, mais je méritais de ne plus porter ce fardeau. » Et c'est ainsi qu'Elijah vit aujourd'hui, avec légèreté, porter une douleur qui ne fait plus mal, mais qui rappelle. Composer des chansons qui n'ont pas besoin de sous-titres, construire des espaces où personne n'a besoin de crier pour être entendu, et, de temps en temps, écrire des rapports anonymes sur des forums internet. Des histoires comme celle-ci que vous venez de lire, parce que parfois, tout ce dont quelqu'un a besoin pour ne pas abandonner, c'est de savoir que quelqu'un d'autre a été dans la même situation et a trouvé une issue. Au printemps dernier, Elijah a acheté un nouveau piano. Pas un de ces modèles numériques ou modernes, mais un modèle acoustique, ancien,
avec des marques du temps sur les touches et un son légèrement rauque, comme s'il avait aussi des histoires à raconter. Il doit installer l'instrument dans la pièce de devant, où le soleil brille en fin d'après-midi et colore tout en doré. C'est là qu'il a composé sa dernière pièce, une chanson sans titre, composée uniquement de longs accords presque chuchotés. Grand-mère a dit que c'était comme un au revoir, mais Elijah a répondu que c'était un nouveau départ, parce qu'il savait que toutes les fins ne sont pas un but. Parfois, c'est juste une pause. Une de ces choses que nous faisons avant de prendre une grande inspiration. Aujourd'hui encore, il se lève tôt, boit encore du thé à la camomille avec sa grand-mère, apprend encore aux enfants à s'écouter avant d'apprendre les notes. Il continue de visiter les écoles, de jouer dans des lieux culturels, d'écrire des chansons que peu entendent, mais qui trouvent toujours ceux qui en ont besoin. Et chaque fois que quelqu'un demande comment tout a commencé, il ne parle ni du récital, ni des moqueries, ni des applaudissements. Il parle du moment où, devant un piano et un public qui attendaient sa chute, il a choisi d'être entier. Il a choisi de ne pas répondre à la haine par la haine. Il a choisi de raconter son histoire de la seule manière qu'il connaissait, en jouant. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous traversez peut-être une situation similaire. Peut-être que le monde vous a fait croire que votre son ne valait rien, que ta vérité n'a pas d'importance, que ta place n'existe pas. Mais je vous le dis, votre son compte, et le monde a besoin de l'entendre. Même s'il rit au début, même s'il essaie de vous faire taire, même s'il vous met au centre de la scène en attendant que vous soyez embarrassé. Parce que parfois, la plus grande victoire est de rester debout. Il joue même avec une voix tremblante. C'est transformer la douleur en art. La peur se transforme en courage, et le silence en révolution. C'était l'histoire d'Elijah, mais cela pourrait être le vôtre aussi. Et si c'est le cas, j'espère qu'un jour, vous aurez la chance de vous asseoir à votre propre piano, quelle que soit sa signification pour vous, et de montrer au monde que votre son est plus grand que toute tentative de l'effacer. Parce qu'au final, ceux qui s'écoutent vraiment trouvent toujours leur place. Et si cette histoire t'a touché, n'oublie pas de liker la vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu as ressenti. Je lis tout, vraiment. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Ici, dans Histoire de vie, chaque témoignage est une lumière. Et ensemble, nous formons les gardiens de l'histoire. À très bientôt pour une nouvelle histoire.